raconte ce que c'est que cette curieuse organisation qui est une association en fait fondée, que j'ai cofondée avec Daniel Kaplan début 2000, après on va dire une bonne quinzaine d'années à travailler sur des questions numériques du monde d'avant l'internet et d'avant le haut débit. Et donc où il s'agissait initialement, et il s'agit toujours, de comprendre et d'anticiper les transformations numériques, politiques, économiques et sociales, en essayant de mettre autour de la table des acteurs extrêmement divers, publics et privés, nationaux et territoriaux, praticiens et chercheurs, grands et petits, et de maintenir cet équilibre-là d'un bout à l'autre, c'est-à-dire d'essayer de ne jamais dépendre d'un tout petit nombre de grands financeurs ou dépendre d'une dominante qui soit de telle ou telle famille, pour une raison toute simple, c'est que pour comprendre et anticiper ce qui se passe en ce moment et dans les années qui viennent, on a besoin d'une diversité de points de vue, on a besoin de gens qui sont pas forcément d'accord entre eux, qui n'ont pas forcément fait les mêmes études, qui ne sont pas forcément confrontés au même terrain. Donc la FING est une sorte de machine à décloisonner les questions, à faire se rencontrer des univers qui ne se parlent pas, et puis parfois à partir de questions techniques pour en comprendre les enjeux politiques et sociaux, et parfois l'inverse. Donc au fil des années, on nous aura vu travailler aussi bien sur des questions de mutation du travail, d'éducation, des questions urbaines, des questions environnementales, des questions de transformation de l'action publique, etc. Je vois à vos yeux légèrement plissés que je vous montre comme prévu un schéma parfaitement illisible. Et donc dans ce schéma illisible, en même temps le projecteur est pas trop mal, dans ce schéma illisible vous voyez qu'une partie de ce qu'on fait est de caractère assez exploratoire, une autre partie est un petit peu plus aboutie ou un peu plus ancrée dans des terrains, et puis une autre partie est davantage dans le champ de la fabrication de culture commune et de mobilisation. Si je vous donne 2 ou 3 exemples assez rapidement, c'est des travaux exploratoires qu'on est en train de faire autour de la captation de l'attention par les concepteurs de dispositifs numériques. En gros, les modèles économiques, publicitaires ou autres travaillent sur notre temps de cerveau disponible, mobilisent des algorithmes de filtrage pour ça. Et il y a d'autres façons de concevoir les dispositifs numériques que ceux-ci. Donc on essaie, avec des concepteurs, avec des designers et des ingénieurs, de démonter ces dispositifs et de les remonter de façon moins agressive pour nos attentions. À d'autres moments, on est en train de travailler, on a été très actif depuis des années sur les questions de l'open data. Les premiers travaux français sur l'open data, on les avait engagés depuis nos travaux sur Ville 2.0 il y a une douzaine d'années. Et donc sur cette base-là, on avait considéré que ce sujet était assez mûr, que les gens normaux s'en étaient emparés et qu'on pouvait voguer à d'autres occupations. On s'est rendu compte qu'il y avait un très gros sujet de culture de la donnée, et puis qu'il y avait aussi un très gros sujet d'anticipation de ce qui pouvait se passer dans les années qui viennent. Donc on fait les deux en ce moment. On finit un cycle qui s'appelle Open Data Impact, qui consiste à dire on en sera où en 2025 et comment est-ce qu'on ferait pour que ça ait vraiment fait changer des choses, sachant qu'il y a aussi des scénarios où ça ne fait pas changer beaucoup de choses. Et puis à l'autre extrême, on se pose la question constamment de la culture de la donnée, la data literacy, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à ce que des gens dont ça n'est pas le métier, dont ça n'est pas la formation, dont ça n'est pas la position sociale, intègrent dans leur métier, dans leur vie de citoyen, dans leur collectivité territoriale par exemple, les questions de la culture de la donnée. Et là-dessus, on produit des méthodes, des kits, tout un ensemble de choses. C'est un programme qui s'est appelé Parlez-vous Data, qu'on a conduit et qui produit pas mal d'éléments assez concrets. Et puis à l'intérieur de tout ça, on travaille beaucoup sur les données personnelles, et en ce moment sur les sujets environnementaux. Je ne vais pas en parler de façon centrale, donc je vous le mentionne. On a conduit depuis plusieurs années un programme expérimental qui s'est appelé Mes Infos, qui consistait à dire qu'est-ce que c'est que l'environnement de données de la personne dans le monde d'aujourd'hui, et comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne pourrait pas renforcer et restaurer la confiance des individus dans les opérateurs de services, dans les acteurs publics, dans les acteurs privés, etc., en donnant aux individus une meilleure maîtrise de leurs données perso. On a fait ça avec 2500 testeurs jusqu'à fin juin. On a présenté ça avec le Grand Lyon, la Maïf, les opérateurs d'énergie et quelques autres juste avant l'été. Et en ce moment, on a engagé un nouveau cycle qu'on a appelé le Self-Data Territorial, en travaillant notamment avec La Rochelle, Nantes Métropole et le Grand Lyon autour de l'environnement de données territorial
personnelles des usagers, et la question de dire, au fond, comment est-ce qu'on pourrait actionner ces données-là, par exemple, à La Rochelle, au service d'un projet territoire zéro carbone, par exemple, avec Nantes Métropole, dans le prolongement de leurs travaux sur la transition énergétique, du grand débat transition énergétique et de la feuille de route transition énergétique qu'ils ont engagée. Pourquoi les données personnelles? Parce que tout simplement, nos données de consommation énergétique, nos données de mobilité et tout un ensemble d'autres données qui peuvent concerner notre logement, nos habitudes alimentaires et tout un ensemble de choses, ce sont des données qui sont intéressantes pour trouver des pistes nouvelles dans des projets de transition énergétique. Et c'est très très différent de le faire sur les usagers à leur insu ou avec les usagers citoyens comme détenteurs de leurs données et coproducteurs de dynamique territoriale. De quoi est-ce que je vais vous parler principalement? C'est de ce programme-là, Transition au carré, qui est quelque chose qu'on a engagé il y a quelques années, au croisement de la transition énergétique et des pistes écologiques et des pistes de transition numérique. Je vais y venir dans un instant. Mais si je finis de préciser ce que fait la FING et nos postures avec le numérique, on va être sur 3 plans: les grands enjeux, les grands changements. À l'autre extrême, la question des cultures numériques, la question des compétences numériques, la question de la transformation humaine liée au numérique, et puis entre les deux, les travaux sur l'innovation et sur les concepteurs qu'on fait dans tout un ensemble de contextes que je ne vais pas vous détailler. Petite précaution maintenant, quand il s'agit de numérique, de quoi parle-t-on? Des choses assez banales, mais souvent source de malentendus. Je pense qu'il est toujours important de rappeler qu'on n'est pas simplement en train de parler de technologie. Qu'une énorme partie des technos, il y en a beaucoup bien sûr, mais une énorme partie des technos qui sont mobilisés dans le numérique, pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement de l'informatique et des réseaux? C'est qu'il s'agit la plupart du temps de technos banalisés, massifiés, relativement mûrs, suffisamment mûrs pour que des objets arrivent dans nos poches, des capteurs arrivent dans les rues de nos villes, des projets innovants se croisent et se métissent et s'hybrident. Et puis c'est les technologies croisées avec de l'économie, avec des mutations économiques assez particulières, celle de la dématérialisation de tout un ensemble de biens et de services, et puis des enjeux politiques et sociaux assez copieux. Et donc aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on est confronté quand on parle de numérique? On est confronté à un ensemble de dispositifs sociotechniques qui vont tresser tout ça, et un ensemble de dynamiques d'usage qui vont se confronter à tout ça, et en général, entre ça et ça, c'est compliqué. Entre la logique de l'offre et la logique de l'usage, c'est compliqué, mais surtout, ces dispositifs sociotechniques sont très hétérogènes, sont extrêmement différents les uns des autres, et donc vous ne m'entendrez pas parler ni de révolution numérique, ni de dire « oui, mais en fait, c'est qu'un média », ni de dire « non, mais en fait, c'est un outil ». Si c'est un média, si c'est un outil, c'est beaucoup de médias différents, c'est beaucoup d'outils dont les conceptions sont extrêmement différentes les unes des autres. Et si je peux ajouter comme précision mon option en la matière, c'est de dire peut-être que ça n'est pas très intéressant de focaliser sur la rapidité des transformations numériques qui se jouent en fait sur pas mal de décennies, qui s'ancrent sur pas mal de siècles en amont et qui se tuilent avec le monde pré-numérique pendant pas mal d'années. On est ici à l'IGN, entre une carte accordéon et un petit écran de GPS. On n'est pas en présence des mêmes objets, on n'est pas en présence des mêmes données. Ça fait très longtemps qu'il y a des données cartographiques. Et donc le fait d'intégrer ce qui se joue avec le numérique n'est pas intégrer la substitution du monde d'avant par le monde numérique. C'est très souvent le fait de se demander comment l'hybridation se fait, c'est de constater qu'une partie de nos grands systèmes ne change pas beaucoup, sauf bien sûr dans vos collectivités, les structures sont beaucoup moins pyramidales qu'avant, entre le DGS, les DGA, pardon. Et donc il y a tout un ensemble de changements qui sont beaucoup plus lents, beaucoup plus progressifs, qui sont en train de se jouer. Si on se parle de données dans la suite de notre échange, le constat que je peux faire à partir de nos travaux de ces dernières années, c'est que les données sont vraiment devenues progressivement des objets politiques, économiques et sociaux. On les voyait comme des objets informatiques et statistiques, et en fait,
Ce sont des objets qui sont maniables, qui ont une plasticité, qu'on peut utiliser en salle de classe, qui font l'objet de transactions économiques, qui font l'objet de conflits de pouvoir, qui font l'objet de formes de socialisation assez variées. Donc on peut échanger autour de données, on peut discuter en conseil municipal de toute petite commune autour d'un jeu de données ou d'une data visualisation. C'est des choses qui ont vraiment énormément changé dans leur accessibilité, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que c'est pas pour autant que les données sont meilleures qu'avant ou plus lisibles qu'avant, c'est plus compliqué. Et puis dernier point, je serais très prudent sur les causalités numériques. Peut-être de dire, voilà, le travail change, est-ce que c'est le numérique qui est la cause des mutations du travail et de l'emploi? C'est certainement pas mal d'autres choses antérieures et extérieures au numérique qui ont fait les contours du travail et de l'emploi tels qu'on les connaît aujourd'hui. En revanche, il est certain que, par exemple, les leviers numériques jouent très fortement sur chacune des mutations, celle de la valeur du travail, celle des discontinuités des trajectoires professionnelles, celle des transformations des organisations de travail, celle des espaces et des temps de travail. Dès qu'on va parler de l'un de ces champs, il va falloir remonter au niveau systémique. Si je vous parle du travail, ça va avoir évidemment des conséquences sur la fabrique de la ville, et évidemment la fabrique de la ville, puisque les déplacements domicile-travail sont assez importants, et évidemment la fabrique de la ville va avoir un impact direct sur ce qui se joue en matière d'environnement, pour parler de nos sujets du jour. Donc le fait d'aller saucissonner les thématiques numériques n'est pas quelque chose que personnellement je vais favoriser, sauf pour gagner en clarté. On va trouver des angles et ensuite arriver à retrouver le chemin global. C'est pour ça que je voulais commencer par cette précaution. Et quand je parle de leviers puissants, nos travaux sur les transitions, qui ont donné lieu ensuite à notre engagement sur transition au carré, nous ont aidé à qualifier quelques leviers plus particuliers. Je ne vais pas vous détailler les 7 leviers que vous avez sous les yeux. Il y a un cahier d'enjeux en ligne c'est autour des transitions qu'on a publié il y a 3 ans et qui les affine très largement. Mais l'idée de base consiste à dire, par exemple, quand on va parler de numérique et d'environnement, ce dont on a le plus l'habitude, c'est ce qu'il y a tout en haut, c'est d'optimiser. Ce qu'essaie de faire l'informatique depuis qu'il y a de l'informatique, c'est de gagner en performance, en efficience, en efficacité, c'est d'évacuer les frottements, c'est de faire que les systèmes fonctionnent mieux. Et au fond, ce qu'on va essayer de faire très 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 souvent en matière de numérique et d'environnement, c'est de gagner en performance, c'est de faire qu'on consomme 10, 15, 20% de moins en matière d'énergie, on fasse 10, 15, 20% de moins de kilomètres pour aller d'un point à un autre. C'est tout un ensemble de calculs qui vont permettre de faire des choses. Pourquoi je vous mets ça sous les yeux? Parce que dans la suite de mon propos, je vais essayer de vous raconter en quoi il ne suffit pas d'optimiser pour aller dans un chemin de transition qui a besoin d'autres leviers que je vous remettrai sous les yeux tout à l'heure, n'ayez pas peur. Avant la COP 21, donc il y a quelques années maintenant, puisqu'on vient de vivre la COP 24 dans des conditions troublées, donc il y a 3 ans et demi, tout un ensemble de gens sont venus nous voir à la FING en disant les acteurs du numérique, on est nuls, on n'est pas au rendez-vous sur cette histoire, on est assez absent, comment ça se fait que ça bouge pas plus, ou alors que ça bouge dans un endroit précis qui est là où on veut optimiser, et puis peut-être dans un autre endroit qui est là où on veut faire des systèmes intelligents qui amènent des solutions à tout. Une caractéristique très forte qu'on a dans le numérique, c'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Problème de société, solution numérique. Et on n'est pas complètement sûr que tout ça fasse le tour de la question. On n'est pas tout à fait sûr qu'il suffise de faire des systèmes très intelligents pour faire des choses assez importantes. Et donc, derrière, il y avait un petit peu cette idée qu'on a qualifiée à la fin de nos travaux sur les transitions, qui est tout en haut, qui est le fait de dire, en fait, il n'y a pas d'horizon numérique. En revanche, on sait que ça n'a pas de sens particulier de dire demain, ce sera le monde numérique formidable, allons tous vers le monde numérique. Je ne vois pas en quoi ça serait une aspiration humaine, sociale, politique ou même économique d'aucune sorte. En revanche, on a un petit sujet avec la transition écologique quand même, avec l'anthropocène, avec le fait que le monde de demain, il n'a pas les mêmes ressources que le monde d'hier. Et donc, on avait formulé cette intuition qui consiste à dire la transition écologique,
elle a la focale, elle a les objectifs, elle a l'horizon, mais elle n'a pas les moyens. Elle n'y arrive pas, ça fait longtemps. En revanche, la puissance des moyens numériques est considérable, mais ce n'est pas un horizon. Est-ce qu'on ne devrait pas favoriser une meilleure rencontre entre ces deux pistes-là? Et on a fait au fil des années tout un ensemble de travaux collectifs, de défis, de conférences ouvertes, etc., pour faire se rencontrer les acteurs des deux bords, et on l'a fait de façon assez collective. L'appel initial, on l'avait lancé avec le Conseil national du numérique de l'époque, et puis au fil de l'eau sont venus avec nous les gens de la coalition Climat 21, nos amis des petits débrouillards, tout un ensemble d'acteurs plus institutionnels, tout un ensemble d'acteurs qui sont plus du côté de la recherche. On a eu y compris beaucoup de contributions des chercheurs en informatique de l'INRIA, venant nous dire au fil de l'eau, pour certains d'entre eux, nous pensons que nous sommes en train de construire des systèmes fous qui mènent à l'effondrement, qui ne sont pas gouvernables. Nous, en tant que chercheurs en informatique, on adore, mais en tant que citoyens, on a un problème. Donc, intéressant quand ça vient de gens dont un réseau d'à peu près 200 chercheurs INRIA qui dit en fait on a un problème. Il faut arrêter de faire des systèmes automatiques qui se parlent entre eux et qui font grossir la bulle. Et donc on a essayé de construire un programme mobilisateur qui croise un peu tous ces enjeux, donc depuis nos travaux de prospective, avec des acteurs, des compétences, des projets concrets, la question des politiques publiques qu'on voyait comme complètement cloisonnées, la question des imaginaires aussi, les façons dont, au fond, ça commence à être un petit peu moins vrai, mais il y a quelques années, les imaginaires de la transition écologique étaient quand même assez déprimés, et pas tellement message d'espoir, etc. Et donc on a essayé de construire ce chemin. On s'est un petit peu outillé puisqu'on a constaté que nous-mêmes, en tant qu'acteurs venant du numérique, on était assez mauvais sur la compréhension de ce qui se joue dans la transition écologique, qu'on a un peu simplifié et documenté en disant les bons travaux nous racontent que la transition écologique, c'est ces trois pôles: réduire les intrants, réduire les déchets, réduire la demande. Réduire les intrants, c'est-à-dire consommer beaucoup moins de ressources naturelles, consommer beaucoup moins de ressources carbonées, donc améliorer certainement la productivité des processus, ce qu'on va voir par exemple dans le champ numérique quand on va avoir des usages de la fabrication numérique qui vont aider ce type de choses. Réduire les déchets, donc favoriser le réemploi, favoriser ce qu'on appelle l'économie circulaire, la durabilité des produits, la réparation des produits, etc. Et puis réduire la demande. Est-ce que par exemple la dématérialisation radicale fait faire des gains environnementaux? C'est une question. Est-ce que le partage et la mutualisation, par exemple des places dans les voitures, par exemple de ce qu'on appelle l'excess capacity, la capacité excédentaire en matière de mètres carrés, est quelque chose sur lequel on peut avoir des gains? Et puis aussi la question de réduire la demande du côté des comportements et des aspirations, plus frugaux, on va dire. Et est-ce que c'est pas quelque chose à prendre en considération? Et en fait, on s'est rendu compte à mesure qu'on rentrait dans ces champs-là, qu'à chaque fois qu'on gagne sur un de ces plans-là, il y a cette petite chose pernicieuse qui s'appelle les effets rebonds. Je vais vérifier, j'achète une voiture électrique, je me dis ça y est, je suis vertueux, je fais 15 000 km en voiture. Je suis mon compteur intelligent chez moi. Bien sûr, vous avez tous un compteur Linky que vous regardez tous les jours pour voir où en est votre score de consommation énergétique. Pas tous peut-être, 3/4 d'entre vous seulement. Et en fait, quand on se rend compte qu'on a progressé en matière de consommation énergétique, on reconsomme. Pas mal de collectivités ou d'organisations à qui j'ai posé cette question me disent oui, en effet, on a beaucoup réduit la consommation de nos systèmes d'information, etc. Et en fait, on a redépensé. Ça parce qu'on a beaucoup plus de machines virtuelles qu'avant, parce qu'on a étendu nos besoins, qu'on a étendu nos usages, etc. C'est-à-dire que finalement, tout un ensemble de petits morceaux de ça existent déjà, fonctionnent déjà, sont déjà pensés dans un champ d'optimisation énergétique, voire écologique, et très souvent sont reconsommés parce qu'on n'a pas fait de changement systémique. Parce qu'au fond, on n'a rien bougé du dispositif d'ensemble qui est autour. On n'a probablement pas assez construit des dynamiques
individuelle et collective d'usage. On n'a certainement pas assez construit des conditions systémiques du côté de la production même pour aller vers des formes circulaires. On a regardé parmi les très nombreux exemples, on vient de voir arriver la 3e génération du Fairphone, vous savez, ce téléphone éco-responsable, le Fairphone 1. Il était censé être démontable, recyclable, reconstituable de A à Z. Et puis en réalité, au bout de 3 ou 4 ans, il n'y avait plus les pièces pour le réparer. Donc le Fairphone 2 s'est dit, je vais essayer de relever le défi. Il est arrivé un tout petit peu mieux, mais c'était quand même pas encore terrible. Et on espère que le Fairphone Open qui sort en ce moment va permettre d'aller un cran plus loin et de ne pas être à refaire de zéro dans les 3 ou 4 ans. Et, vous savez tous que vous avez probablement, si certains d'entre vous ont acheté un smartphone récemment, ils savent que les batteries ne sont plus démontables du tout. Donc on va pas exactement dans le bon sens en la matière. Donc on pourra revenir plus précisément sur cet ensemble-là. Je voulais peut-être zoomer sur l'un des travaux qu'on a conduits. On a conduit tout un ensemble de défis au fil de ces 3 années et demie. On avait commencé par exemple par travailler avec le réseau français des villes santé de l'OMS autour de la qualité de l'air, avec un défi qui s'est appelé Respire ta ville et qui progressivement se posait la question de ce que les dispositifs numériques, les capteurs, etc. pouvaient nous apporter sur la compréhension des enjeux de qualité de l'air à une échelle micro-locale. Et puis ce réseau a continué son action, on a des croisements assez fréquents et on a pu trouver comment cette question de qualité de l'air pouvait prospérer. On a aussi travaillé avec le CIGREF, le Club Green IT et d'autres sur l'empreinte écologique de l'informatique elle-même. On a aussi travaillé sur plusieurs autres sujets dont je vous parlerai par la suite. Et puis on a construit ce travail qui s'est appelé Agir local, où il s'agissait de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passerait si on regardait concrètement les potentiels du numérique pour outiller systématiquement les dynamiques locales de transition écologique, les aider à se relier, faciliter la participation en la matière, faciliter la prise de décision. Il y avait des intuitions de départ qui étaient derrière cela et qui consistaient à dire est-ce que par exemple le numérique pourrait aider à faire système entre des projets locaux, des initiatives locales? Est-ce que le numérique pourrait permettre de renforcer des stratégies de transition qui manquent un peu des outillages? On a creusé, inventorié, je ne vais pas vous les détailler, tout un ensemble de projets avec par exemple des Repair-Cafés recycleries que la région Basse-Normandie avait beaucoup favorisé, des plateformes de données énergétiques. Alors, au fil de l'eau, ça avance beaucoup. On va se retrouver progressivement dans les temps qui viennent immédiatement avec la disponibilité locale, qui n'était pas le cas quand on a fait ces travaux-là, des données énergétiques à une maille assez fine sur un territoire. On était, il y a quelques années, dans une logique dans laquelle on n'avait que l'énergie qu'une région importait ou exportait. C'était les données RTE. Et progressivement, entre la loi de transition énergétique et la loi Le Maire, on commence à être en mesure de savoir ce qu'une commune ou un quartier ou un pâté de maison consomme, voire même ce qu'un territoire produit en la matière, ce qui pourrait légitimer le fait qu'il y ait des initiatives locales qui soient prises par la collectivité ou par des habitants ou par des acteurs associatifs en disant bah, ok, du coup on va renforcer des initiatives collectives d'énergie renouvelable pour ne pas être dépendant, pour être plus résilient, si je prends cet exemple-là. Puis on a vu pas mal de projets qui étaient soit à l'échelle d'un campus universitaire, soit comme Solène à Lorient, dans une dynamique d'observation et des pratiques liées au compteur intelligent, mais aussi d'accompagnement de familles à énergie positive, les deux se croisant peut-être, tout est dans le peut-être, c'est-à-dire pas encore. Et puis évidemment les questions de ce que donnent les applications mobiles, ce que donnent les dispositifs d'autopartage et encore quelques autres. Et puis on a vu ici et là des projets qui s'emparaient plus ou moins bien des problématiques de transition énergétique. Pendant tout un temps, je cherchais désespérément dans les projets numériques des collectivités la trace des préoccupations d'environnement. Et à part dans les projets dits Smart City, il n'y en avait nulle part.
Un des seuls endroits où il y en avait, c'était en Nord-Pas-de-Calais, donc en Hauts-de-France, et ça c'est resté pour l'instant, où très tôt ils avaient intégré dans leur schéma directeur des usages et services numériques les préoccupations environnementales, énergie, mobilité, biodiversité, etc., à l'ombre, j'allais dire, du grand projet de troisième révolution industrielle. Et puis on est allé regarder tout un ensemble de pistes potentielles autour de la mobilité, autour des déchets, autour de l'aménagement des lieux, autour de formes de dynamique collective. Ah, on ne voit pas très bien ici. Y compris autour des usages des Fab Labs à des fins environnementales, par exemple, travailler sur la réparabilité des produits et travailler sur les initiatives de réparation des produits. Il y a eu quelques-uns qui ont été particulièrement actifs en la matière et qui, j'allais dire, n'ont pas forcément un grand effet direct sur le plan environnemental. Ça reste petit, ça reste entre guillemets anecdotique. Mais ce qu'on a fini par comprendre, c'est qu'il y avait un enjeu culturel derrière. Il y avait un enjeu de compréhension, il y avait un enjeu de transformation des esprits, qu'une grande partie de ce qui se joue dans ces questions transition écologique et numérique, c'est la mutation culturelle des gens qui sont, par exemple, équipés, outillés en matière numérique, des gens qui vont savoir utiliser ce type de levier, et puis de plein d'autres gens de la société. Donc quelque part, la divergence entre les deux mondes est quelque chose qui évolue et se transforme de façon culturelle. On a construit une assez grosse veille qui est en ligne sur une plateforme qui est ouverte aujourd'hui, qui s'appelle transition2.net, donc la plateforme de transition qui est collaborative. Quelques centaines d'articles de veille et de ressources sur cette plateforme. Et puis on a construit le guide Agir local, avec l'aide de l'ADEME, avec l'aide de pas mal d'acteurs, qui est un peu un kit de construction de démarche territoriale, focalisé sur 5 sujets plus particuliers: énergie, mobilité, économie circulaire, proximité et les questions de nature, de biodiversité, de qualité d'air, qualité de l'eau. Je vous le raconte très rapidement. Énergie et mobilité, c'est certainement les deux domaines dans lesquels il y a déjà la plus grande maturité, où il y a déjà les plus grands acquis en la matière, mais qui étaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps des acquis très spécialisés. Ce qui change dans ces deux domaines, c'est l'ouverture énorme du jeu d'acteurs. L'énergie reste encore l'affaire des énergéticiens, des gens qui s'y connaissent en la matière, des gens qui maîtrisent la complexité des réseaux énergétiques, etc. Mais progressivement, les choses bougent au niveau des capacités, alors d'abord des professionnels et progressivement des particuliers à l'autoproduction, autoconsommation. Bouge progressivement dans l'implication des usagers eux-mêmes, bouge progressivement dans l'implication d'autres acteurs. Je pense aux bailleurs collectifs, aux bailleurs sociaux, dans ce type d'enjeu. Et puis quand on parle énergie, hein, si je suis comment par exemple les gens de Nantes Métropole ont qualifié leur grand débat de transition énergétique, on ne parle pas simplement de ce qui est à la prise de courant, on parle aussi des déplacements, on parle aussi de l'alimentation, on parle aussi de l'énergie consommée dans le bâtiment, on parle en gros d'une empreinte globale, et puis bien sûr on parle de l'empreinte de l'informatique et des data centers elles-mêmes. Tout ça sur fond pour le coup, beaucoup d'expérimentations techniques, quelques-unes qui utilisent des campus comme à Lille, comme Labo, au fond, de résilience énergétique et d'amélioration de la consommation au fil de la journée. Dans le champ des mobilités, ça fait pas mal de temps que le jeu d'acteurs a beaucoup plus changé, par exemple, si on écoute certains experts, l'autorité organisatrice des transports aujourd'hui, c'est l'usager lui-même, en tout cas quand il a le choix, comme en Ile-de-France. Et c'est beaucoup moins vrai dans des zones où il n'y a pas le choix, mais là, en sortant d'ici, on sait qu'on va avoir les uns et les autres à arbitrer entre 5 ou 6 modalités particulières, et que cet hyper choix qui peut nous amener à drive-in, move-in, prendre une trottinette, prendre un Vélib, prendre les 5 moyens de transport collectif disponibles, c'est pas planifié
par des acteurs centralisés, et puis progressivement c'est outillé. Et une des choses qu'on a vues les plus saillantes en matière de mobilité, évidemment, c'est tous les projets liés aux mobilités douces, des projets des mobilités liés à la marche et au vélo. Donc des travaux qu'on a pu faire par exemple, c'était avec la ville de Sceaux, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Sceaux dans la métro. Si, alors elle n'est pas là aujourd'hui, mais on avait une directrice de médiathèque. Je peux dire des bêtises. Et donc en l'occurrence, on avait fait un hackathon autour de la mobilité à Sceaux à partir de données de la mobilité, de constater que dans beaucoup de communes, une grande partie des déplacements carbonés, notamment automobiles, sont des déplacements de bien moins de 2 km. Et que donc peut-être qu'en travaillant les itinéraires, les pistes cyclables, les dynamiques collectives et tout un ensemble de choses comme ça, on peut les réduire drastiquement. Donc ça, c'est le type de choses sur lesquelles, pour le coup, on voit une, entre guillemets, performance directe d'un travail outillé par le numérique, dans lequel très souvent, par exemple, les associations liées au vélo se sont beaucoup mobilisées pour produire de la donnée, prescrire des nouveaux itinéraires, être parfois suivis par les collectivités et les pouvoirs publics en la matière. Ça fait partie certainement des choses les plus intéressantes. Je ne vais pas vous détailler tous les points, puisque c'est une ressource qui est en ligne. On l'a vraiment un petit peu conçu comme un kit. Et comme un kit qui essaie de décrire ces 4 étapes-là, une fois qu'on a détaillé les champs thématiques, leur potentiel, quelques exemples des controverses, qui consistent à dire, au fond, la première difficulté qu'on rencontre quand il s'agit de décloisonner numérique et environnement, c'est le jeu d'acteurs. C'est que sur un territoire donné, c'est 2 champs de spécialité assez distincts. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire se croiser ces acteurs ? Comment on avance sur la question de la connaissance, comment on avance sur la question de la construction d'un chemin et d'une culture partagée. Je vais vous raconter ces 4 petites choses-là, puis n'hésitez pas à me poser des questions dans la foulée. Première chose avec ce schéma tout simple, qui consiste à dire, en fait, numérique et environnement, c'est 2 transversales. Ces 2 transversales qui, a priori, n'étaient pas tant que ça dans les compétences des directions verticales, des collectivités, des acteurs installés, etc. Et le simple repérage de savoir qui sur un territoire ou qui dans une organisation s'occupe de numérique ou s'occupe d'environnement, vous allez le trouver à pas mal d'endroits différents. La carte n'est jamais la même selon l'échelle territoriale à laquelle on se situe, selon qu'on est dans un territoire de 5000 habitants ou dans un territoire de 2 millions d'habitants, c'est pas du tout la même aventure. Mais en fait, la plupart du temps, on a du mal à avoir les acteurs d'en haut, c'est-à-dire à avoir les directions métiers des collectivités, à avoir les acteurs de l'aménagement du territoire, tant pour les gens du numérique que pour les gens de l'environnement. Et donc la question de se demander comment mettre tout ce monde-là autour de la table est déjà une question de base. Ce qu'on essaie de détailler dans les propositions qu'on fait, c'est est-ce que la dynamique vient d'ici ou est-ce qu'elle vient de là, et qui d'ici va pouvoir trouver un complice là, tout simplement. Et pas mettre tout ce monde-là autour de la table, ça serait une horreur, mais simplement déjà avoir un copain qui ne vient pas de la même source et de la même origine, on gagne beaucoup de points de vie. Et puis parfois on se rend compte qu'il y a des acteurs qui ne se revendiquent ni d'ici ni de là, mais qui ont des choses à dire ici et là à la fois. Par exemple les acteurs de l'éducation populaire, par exemple les acteurs de la participation citoyenne, ceux de la consommation collaborative qui sont aujourd'hui assez nombreux, ceux des communs, ceux de la culture scientifique et technique, etc. Et puis la deuxième chose sur laquelle on a voulu insister, c'est la question de la connaissance. Alors, quand je dis la question de la connaissance, je vais différencier données, informations et connaissances pour les articuler, c'est-à-dire qu'une partie de cette question, c'est une question de data. La plupart des territoires, on essaie de donner quelques pistes pour ça, mais la plupart des territoires n'ont pas conscience et n'ont pas consolidé les données environnementales du territoire lui-même. Alors, notamment, depuis des décennies, elles sont, pour certaines d'entre elles, consolidées à la main. C'est des compteurs manuels qui regardent la logistique urbaine en regardant les camions qui rentrent et qui sortent. C'est des démarches très hétérogènes parce que c'est des champs de spécialité très différents les uns des autres. Mais si par exemple je cherche de la donnée
pour comprendre ce qui rend mon territoire dépendant de mobilité carbonée vis-à-vis de l'extérieur, ou dépendant d'importation, exportation énergétique, ou par exemple comment évolue la qualité de l'air et la qualité de l'eau sur mon territoire, pour ne prendre que ces exemples simples. La plupart du temps, je ne sais pas où trouver les données. Donc, et celles que je vais trouver sont parfois des données d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans, qui sont des données assez statiques, et que je ne vais pas pouvoir lire en dynamique. Alors que pendant ce temps, en fait, une autre partie de ces données sont produites au jour le jour. Quand on sort d'ici, on va savoir assez bien où en est la qualité de l'ozone, où en est le pollen, où en sont tout un ensemble d'autres choses sur les applis de Plume ou de beaucoup d'autres. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire se croiser des données expertes et des données de flux, certainement beaucoup plus imparfaites, certainement beaucoup plus... etc. Mais voilà, qui progressivement ne nous donne pas d'infos, c'est-à-dire qu'une fois que je vais savoir qu'il y a tel score, et ben comment est-ce que je vais l'interpréter? Donc ensuite il va falloir interpréter les données pour en faire de l'information, il va falloir les consolider pour faire de la connaissance. Et il va falloir évidemment s'appuyer sur la connaissance pour faire de la stratégie. Mais pour certaines de ces données, elles sont plus simples. On pourrait faire entrer en environnement scolaire, en classe de géo, en classe de SVT et à d'autres endroits, en fait des données du territoire qui seraient une assez bonne façon d'apprivoiser les problématiques de la nature en ville, les problématiques des déplacements carbonés ou décarbonés, les problématiques de l'importation ou de la résilience d'un territoire en matière énergétique. Ce ne serait pas extrêmement compliqué à faire, et en tout cas je pense que la plupart des profs de géo ou de SVT, ils ont des compétences largement supérieures à ça. Ils pourraient le faire dans le secondaire sans aucun problème, et on pourrait même le faire en primaire avec des acteurs associatifs qui pourraient y aider. Je vous donne juste cette idée-là parce que ça me paraît en fait très intéressant de prendre en compte la plasticité des données, tout en sachant que les données ne sont pas encore de la connaissance. Et puis la troisième chose qu'on construit, c'est pour le coup le fait de dire, tiens, sur mon territoire, est-ce que l'enjeu va être davantage d'ouvrir un ensemble de ressources et de permettre qu'elles se croisent, de permettre qu'elles se mutualisent, etc. Est-ce que ça va être davantage d'accepter des formes de disruption, c'est-à-dire d'introduire un peu de bas de gamme, un peu de choses approximatives pour faire de la pédagogie, fixer les idées avant d'avoir le grand programme cadre qui veut tout faire? Est-ce que ça va être davantage de trouver des systèmes adaptatifs parce que je ne vais pas moi-même me mettre tous les jours devant la consommation énergétique pour déclencher tout un ensemble de choses? Donc parfois les smart grids par exemple, ça va servir à ça, équilibrer les réseaux et nous aider à savoir comment consommer quand il y a de l'énergie disponible et ne pas consommer quand il n'y a pas d'énergie disponible. Est-ce qu'il va s'agir peut-être d'avoir des systèmes un petit peu moins rigides qui peuvent s'adapter? Une partie du numérique permet de bénéficier de cette agilité qui va permettre de reprogrammer les espaces et les temps du territoire au fil de l'année, au lieu d'avoir des équipements tout à fait dédiés. Donc potentiellement éviter de l'étalement urbain, éviter le fait que certains équipements soient totalement inutilisés à certaines heures de la journée et d'autres à d'autres heures de la journée. Et puis, est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas avoir davantage à m'appuyer sur des formes collaboratives, sur des formes de capacitation, et c'est assez souvent ce qui va se passer. Alors pour les curieux, il y a y compris un petit jeu de plateau actionné dans ce kit-là. Je vous ai mentionné quelques écueils, c'est-à-dire les effets rebonds, la problématique des segmentations sociales, le fait de se dire tiens, si les outils numériques permettent de gagner en performance, est-ce que ce n'est pas juste les mêmes qui ont du mal avec le numérique et qui sont dans la précarité énergétique, de la même façon qu'on le voit dans d'autres champs, qu'on le voit avec l'alimentation, qu'on le voit avec la santé, etc. Et puis la question du défi économique, qu'est-ce que je peux faire à échelle locale? Le problème de se demander comment ce que je fais à échelle locale fait système, et comment je ne suis pas seul au monde à essayer de changer le monde et de faire de la transition. Et puis la question du défi démocratique et celle de la technicité, elles sont un peu jumelles, c'est-à-dire que
le numérique peut rajouter de la technicité sur des problématiques environnementales déjà extrêmement techniques, où déjà le vocabulaire de chaque champ de spécialité est assez considérable à comprendre. Donc voilà, je vous mets cette ressource en partage, et simplement pour conclure sur ce quitte à agir local, est-ce que... Non, ça va, j'ai encore pas mal de temps. Pour conclure sur ce quitte à agir local, le constat numéro 1 qu'on a fait dans ce travail, c'est la question culturelle. On a fait des dizaines d'ateliers pour arriver à produire ce boulot, et quand je posais la question aux gens, mais en sortant des échanges qu'on vient d'avoir, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Une plateforme, des applications, un effort sur l'ouverture des données, etc. La plupart disent de la formation, de la culture, de l'initiation, de la compréhension, etc. C'est-à-dire le sentiment réciproque de la part d'acteurs de l'environnement et d'acteurs du numérique d'être vraiment complètement débutants dans le champ de l'autre. C'est-à-dire d'être vraiment en tout début de cycle et en fait avec une généalogie de l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'une grande partie des acteurs impliqués dans les transitions écologiques et énergétiques ont un grand technoscepticisme. Pour des raisons très fondées, le numérique raconte depuis toujours du toujours plus. Le numérique raconte qu'on va pouvoir, au fond, s'affranchir des contraintes de l'espace, qu'on va savoir que ça va être open bar pour tout un ensemble de propositions possibles, qu'au fond, la durée de la vie, les kilomètres qu'on fait, tout un ensemble de choses sont illimités. Et donc, le changement de paradigme pour le numérique lui-même, il est un peu rude. Il est intéressant. On voit apparaître des notions assez riches de sobriété numérique, donc de modes de conception qui comprennent que nous ne sommes pas dans un monde où les ressources sont infinies, qu'il va falloir et qu'on a intérêt en fait à consommer moins de bandes passantes, à faire moins tourner les data centers, à anticiper le fait que oui, les terres rares, elles sont effectivement rares, et que les matériaux qui composent nos ordinateurs et nos smartphones, ils sont produits à coups de zones de guerre, d'esclavage des enfants, de graves maladies chez les travailleurs qui les exploitent et que le Nord remplit les poubelles du Sud. Donc ça, on commence à l'intégrer beaucoup plus fort, et quand on l'intègre, c'est un peu violent pour des gens qui ont vécu dans une culture d'un numérique triomphant, et symétriquement le fait que les acteurs de la transition écologique apprivoisent quelques leviers du numérique qui sont des leviers potentiellement intéressants. Je suis passé très rapidement sur la question de la proximité par exemple, mais pour moi un des très gros sujets de cette aventure numérique et environnement, c'est l'achat public. C'est le fait de dire qu'est-ce que c'est que les 4 ou 5 règles de base qu'il faut intégrer dans la commande publique de tout un ensemble de sujets. Alors, à commencer par la commande publique en matière de projets numériques, à commencer par, on peut parler de l'informatique, mais je suis aussi en ce moment en train de travailler avec les départements, avec l'ADF, sur un livre blanc autour de l'Internet des objets, et avec derrière des enjeux environnementaux considérables. Il y aura dans les années qui viennent beaucoup plus encore d'objets connectés qu'il n'y a aujourd'hui, donc on nous raconte des chiffres absolument pharaoniques. Presque personne dans la commande publique de l'Internet des objets n'est en train de se poser la question de l'empreinte environnementale de cette commande. Qui veut dire je mets des capteurs partout dans l'espace public, je produis de la data partout, je produis des requêtes incessantes entre des objets qui sont dans les bâtiments, des objets qui sont sur l'espace public, voire même des objets qui sont chez les gens, pour le maintien à domicile, avec les départements. Et est-ce qu'à un moment donné, je suis capable de calculer ça? En discutant avec la DINSIC, avec la DSI de l'État, on se rend compte que la France n'est pas outillée pour prendre en compte l'empreinte environnementale de ses propres projets informatiques. D'autres pays européens le sont. Donc on a le moyen d'aller vraiment beaucoup plus loin en la matière. Et puis, dans certains cas, il ne s'agit pas de la commande en matière informatique ou en matière numérique, il s'agit de la commande publique tout court. Le fait de se demander si le numérique peut aider, par exemple, si les plateformes d'achat public peuvent aider à renforcer les approches de type achat local. Et de fait, il y a quelques initiatives un petit peu partout en France dans lesquelles tout simplement un ajustement des formes de la commande, un ajustement de la demande, de la publicité, de la taille des lots, etc. aide
à ce qu'au lieu de commander de la volaille qui, dans des quantités telles qu'elle est insoutenable pour le producteur de Bourgogne, et ben on commande des petits lots que le producteur de Bourgogne peut fournir aux cantines de Bourgogne, ou aux restaurants de Bourgogne. Peu importe. Donc il y a tout un ensemble de leviers liés à la proximité, liés à la localisation, qui sont intéressants à soulever, à actionner. Et une partie de cette histoire-là, au fond, on va la retrouver dans des formes de médiation, dans des formes de culture de la donnée, là encore, dans des formes de consolidation de ressources, de consolidation de veille, et puis probablement de mise en réseau. Comme on doit transformer des métiers, une partie de la transformation des métiers, c'est quand même de la mise en réseau. C'est ce que vous faites ici. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, donc travailler sur la commande publique pour consommer local, en gros. Donc est-ce que ça ne réduit pas l'esprit de la commande publique, la mise en concurrence? Si on travaille uniquement localement avec des gens connus localement, je dirais, donc on réduit le périmètre, donc on réduit la mise en concurrence, on risque de passer sur quelque chose de... Alors, le fait d'introduire des critères ne veut pas dire que ces critères deviennent les seuls critères. Ça veut dire qu'en tout cas, je vais avoir des choix. Alors, pour l'instant, c'est des choix qui ne sont pas ouverts, et ils sont ouverts dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand, en France, on est très très mauvais dans ce qui s'appelle le small business, c'est-à-dire dans le caractère écosystémique de la commande publique. Il y a quelques initiatives associatives et parfois publiques qui disent comment faire pour ne pas toujours dépendre des plus gros producteurs mondiaux. Sur tout un ensemble de choses, et parfois c'est des approches assez simples qui consistent à découper les lots, etc. À partir du moment où les marchés sont accessibles aux petits producteurs locaux, ils se retrouvent à armes égales avec des producteurs mondiaux, sauf qu'ils sont plus proches. Donc, sauf que les externalités environnementales vont être beaucoup plus faibles. La vulnérabilité, par exemple, au transport à longue distance, elle va être également plus faible. L'influence sur l'emploi local va être meilleure. Et donc, progressivement, on est en train de vivre tout un ensemble de relocalisations limitées, mais quand même assez substantielles. Si on se projette, je pense qu'on n'a pas entièrement conscience, et les événements récents ne nous aident pas beaucoup à ça, du fait que la plupart des scénarios qui tournent dès qu'on parle de prix du carburant dans les années qui viennent, on n'est pas en train de se demander si ça augmente de 5 centimes, 20 centimes, etc. On est plutôt en train de se demander à quelle date on atteint les 4 euros. Et est-ce que cette date est plutôt dans 5 ans ou dans 10 ans? Mais voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Donc tout un ensemble de destruction de l'économie locale qui sont fondées sur le fait qu'il suffit de commander par Amazon à l'autre bout du monde ou de commander sur une plateforme mondialisée pour avoir le produit au prix le plus bas, en fait, ne paye pas le bon prix. Donc, à un moment donné, c'est de la destruction de protection sociale, c'est de la destruction environnementale, ça ne tient pas. Et donc, le simple fait d'anticiper un petit peu le fait que oui, ça va monter, ça va être beaucoup plus dur, parce qu'on va payer le vrai prix de l'énergie, et parce que donc on va payer le vrai prix des transports et le vrai prix de la mondialisation, c'est quelque chose qu'il vaut mieux anticiper. Si on ne l'anticipe pas, on aura d'abord fini de détruire nos maillages locaux et on n'aura pas de solution de repli. Donc en dynamique de temps, en faisant de la prospective à 2 centimes et en la faisant de façon pas très radicale, hein, les gens qui bossent vraiment sur des questions de transition écologique ont des chiffres beaucoup plus durs que moi, et ben, il vaut mieux anticiper. Pour le coup, la question qui est derrière, c'est plus la question numérique et territoire que la question numérique et environnement. Mon analyse sur cette chose-là, c'est que les dynamiques territoriales en matière numérique se focalisent beaucoup sur le rayonnement, beaucoup sur l'attractivité, beaucoup trop peu sur le développement endogène. Si on ne se focalise pas davantage sur le développement endogène d'un territoire, c'est-à-dire sur la création de capacités locales, sur le maintien d'un ensemble de services locaux, ou le renforcement, etc., le numérique déménage le territoire. Donc potentiellement détruit sa résilience possible. Nous allons, dans les années qui viennent, être dans un monde où les crises vont être beaucoup plus violentes, et donc le besoin de résilience territoriale est extrêmement fort. C'est déjà le cas dans certains territoires. Absolument. C'est déjà le cas dans certains territoires, ce qu'on est en train de voir en ce moment sur cœur de ville, commerce de centre-ville, etc. est très très lié à ça. Tout à fait. Il me reste combien de secondes? Vous avez
Si on peut continuer à faire des questions au fil de l'eau, vous avez encore 20-25 minutes, donc prenez le temps. On est super confort. Ouais. Je vous raconte deux choses de façon très accélérée, puis je vous laisse ces éléments comme des ressources. La première, c'est ce travail qu'on a fait, qui a été publié ce printemps, du livre blanc numérique et environnement, qu'on a coproduit avec nos amis de l'IDRI, qui travaillent beaucoup sur la question de développement durable, le WWF et le Club Green IT, qu'on avait engagé avec l'équipe du Conseil national du numérique, qui s'est par la suite trouvé dans un trou d'air, on va dire, mais qui a continué à participer à nos travaux, y compris quand il n'y avait plus de cellules. Et donc on a remis ce travail que personne ne nous avait demandé à Mounir Majoubi et Brune Poisson. Et il semble qu'en ce moment, il soit plutôt suivi de près, ligne à ligne, par le commissariat général au développement durable, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il a plus d'écho côté développement durable que côté numérique. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Et donc, vous avez les constats de départ. Je vous en ai déjà partagé la même chose sous une autre forme, c'est-à-dire que le numérique, ça n'est pas que l'optimisation. Le numérique, c'est pas intrinsèquement bon ou mauvais pour l'environnement. Il y a une vraie ambivalence du numérique, et c'est la façon dont on choisit les systèmes. C'est bon, c'est ce bruit, oui, c'est bon. Et leur configuration qui aide. Et derrière, la grande complexité, qui est que c'est l'affaire de tout le monde et de personne à la fois. C'est-à-dire que le ministère de la Transition écologique et numérique n'existe pas vraiment, et que pour regarder ça d'assez près, toutes les organisations, entreprises, institutions qui disent tout en haut, alors voilà, nous notre sujet c'est les deux grandes transitions, en fait font un lien assez minimal entre les deux. Il y a un effet d'affichage qui est extrêmement décalé par rapport aux réalités des actions des organisations. Et donc en synthèse de ce travail-là, on a anglé nos 26 propositions autour de ces 4 leviers. Celui de l'empreinte écologique du numérique lui-même, celui de l'utilisation du numérique pour concevoir les politiques écologiques, celui-ci qui peut paraître un petit peu plus compliqué à expliquer, qui est la question de l'innovation. On s'est rendu compte que le soutien aux projets innovants, y compris à composante environnementale, ne savait pas bien prendre en compte leur impact environnemental. Si je dis je suis dans les green tech, on va me dire super, tu es dans les green tech, tu peux concourir là où il y a des prix, tu peux bénéficier des accompagnements là où il y en a, etc. Mais en fait, on va toujours demander à ma start-up ou mon entreprise quelle qu'elle soit, ou mon projet quel qu'il soit, de montrer son efficacité, de montrer sa rentabilité et sa capacité de survie, mais très rarement son empreinte écologique, son impact environnemental. Et donc on a passé un certain temps, on a passé 1 an à construire un référentiel de l'innovation à impact en matière environnementale, avec des incubateurs, en impliquant des gens comme BPI France ou d'autres, et en ce moment on est en train de le mettre à l'épreuve pour essayer de raconter comment faire des choix, trouver des équilibres sur tout un ensemble de sujets sur lesquels on a le choix. Je vous donne un petit exemple de ça. Si je fais un projet qui a un impact environnemental, je vais pouvoir avoir le choix entre le breveter et le mettre en open source. Si je le brevette, je vais gagner plus d'argent. Si je le mets en open source, je vais éventuellement le diffuser beaucoup plus. Je caricature un peu, mais ça peut fonctionner comme ça. Et typiquement, l'exemple des dispositifs de douche qui réduisent la consommation d'eau quasiment de moitié, et c'est quelque chose que vous pouvez breveter ou que vous pouvez mettre en open source. Si vous mettez en open source, n'importe qui peut les fabriquer. Et donc potentiellement vous allez toucher 1 million de personnes, alors que si vous brevetez, vous allez gagner plus d'argent. En univers économique classique, l'actionnaire, ça s'est beaucoup produit aux États-Unis, l'actionnaire peut vous attaquer si vous choisissez la voie la moins rentable qui a le plus d'impact. Donc les Américains ont construit un statut qui est celui des B Corp, qui mettent dans leur statut d'entreprise le fait qu'ils ont une mission d'impact. S'ils ne le font pas, ils sont en risque juridique. En France,
on n'est pas encore à ce type de maturité et d'hystérisation juridique, mais ça n'empêche qu'on n'est pas non plus avec des grilles de lecture qui permettent de favoriser l'innovation à impact. Donc on a fait ce travail qui s'appelle Innovation Facteur 4 pour favoriser l'innovation radicale en faveur de l'écologie. Et puis le dernier point, c'est la question des données, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas vous détailler cet aspect, le livre blanc est en ligne, mais en fait il s'agit sur chacun des 4 points que je viens de mentionner, de se poser des questions, donc empreinte écologique, politique publique avec la question des agendas 21, de la Smart City, des revues numériques de politique environnementale, des coproductions de données publiques en la matière, et puis de défis d'innovation. La question que je viens de vous mentionner d'innovation facteur 4 et de revue écologique de grands programmes d'innovation. Et puis la question du potentiel des data, et donc tout un ensemble de choses de cet ordre-là sont en train de monter doucement, c'est-à-dire que ce que c'est que les données d'intérêt général, notamment sur le plan environnemental, c'est des choses qui sont en train de devenir beaucoup plus faciles au terme des formes législatives, entre autres. Et puis il y a aussi les questions d'open science, de sciences ouvertes, qui sont particulièrement pertinentes en la matière. Et pour conclure, on est en train de produire en ce moment ce qu'on appelle un agenda pour le futur, alors je passe très vite, qui essaie d'aligner tout un ensemble de nos travaux que je vous ai mentionné rapidement, autour de partenariats potentiels entre des acteurs de part et d'autre. Et donc, si je vous prends des exemples plus concrets, le fait de travailler sur la contribution du numérique aux mobilités durables, c'est des choses assez mûres. Avec nos amis de la Fabrique des Mobilités, on y a pas mal travaillé avec l'ADEME. Le fait de travailler sur un numérique écologique by design, nos amis du Club Green IT, du WWF et autres sont très actifs là-dessus. La mesure contributive de la qualité de l'air, il y a en fait en 3 ans, on a vu le changement radical de communautés qui se parlaient très peu, et autour d'une vraie maturation entre les gens qui produisent de la très très bonne donnée et les gens qui produisent d'aimables bricolages, les deux s'étant rapprochés, ayant compris ce qu'ils faisaient. Des capteurs citoyens, typiquement, ça ne sert pas forcément à faire de la meilleure donnée qu'AirParif, mais ça intéresse AirParif et les agences environnementales territoriales parce que on diversifie les approches possibles de sources de données, mais aussi on fait de la pédagogie de qualité de l'air de façon considérable. Je pense aux travaux que fait la chaire de Sergi Pontoise qui travaille sur la qualité de l'air dans les bâtiments scolaires. Ce sont des travaux absolument remarquables, mais qui sont un peu inquiétants aussi si par exemple on pensait mettre des enfants dans des établissements scolaires, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les fenêtres fermées, et dans ce cas-là c'est pas terrible, ou alors les ouvrir et dans ce cas-là c'est pas terrible. Et voilà, donc en tout cas ils font des travaux tout à fait passionnants sur les liens entre la performance scolaire des enfants et la qualité de l'air intérieur des salles de classe. Le terme milliard, quand même, je ne sais pas si vous savez écrire milliard, il s'agit de milliards. Il ne s'agit pas juste de... C'est pas les milliards, c'est milliards un peu plus élevés que les milliards du très haut débit, par exemple. Et puis il y a des sujets moins mûrs qu'on essaie d'aider à mûrir. Si je vous prends des exemples, on pense qu'il y a un sujet où on est en train de travailler pas mal. On est dans un petit projet de recherche sur les civic tech et le croisement entre civic tech et transition écologique. C'est un des sujets sur lesquels on travaille avec Nantes, par exemple, en se disant comment ça se fait que ce ne sont pas les mêmes acteurs qui discutent des questions de transition écologique et qui produisent des projets pour la feuille de route de transition écologique. Les acteurs du numérique ne viennent pas discuter, ils viennent faire. Une différence de culture assez forte. Et puis des sujets plus exploratoires, et notamment un qu'on est en train de traiter de façon assez systématique, qui est, au fond, ça veut dire quoi un numérique frugal? Au fond, ça veut dire quoi la sobriété numérique? Ça veut dire quoi des modes de conception qui intègrent d'emblée les ressources limitées qu'on a derrière. Voilà, c'est le temps des questions, des
protestation. Je trouve que vous avez dit quelque chose d'essentiel, c'est tout à fait passionnant, et je pense qu'un des éléments qui est essentiel, c'est rassembler autour d'un projet commun, ce qui est une démarche, donc là, au sein des territoires qu'on pourrait représenter, qui est une démarche très très mal prise en compte. Donc je pense que là, on parle de politique. Et c'est pour ça que je tenais à vous partager une expérience d'une collectivité. Je crois qu'ils sont une dizaine en France, hein, donc c'est assez peu, de Saint-Germain-en-Laye, qui a créé un conseil local du numérique, qui se veut comme ambition d'avoir les acteurs politiques, les acteurs associatifs, les citoyens, pour dire de quoi demain veut-on faire en numérique. Donc je trouve que c'est une démarche hyper intéressante. La problématique, c'est au fur et à mesure du temps, la représentativité. Est-ce que qui porte ça? Est-ce que parce qu'aujourd'hui on parle de différentes façons de faire émerger des idées au sein du territoire par rapport à des référendums, d'initiatives. Bon. Donc aujourd'hui, comment peut-on imaginer le futur justement? Est-ce que c'est aux politiques de prendre ça en charge? Et je pense que si c'est pas eux qui vont le faire au niveau local, c'est un peu difficile que ce soit les associations qui attaquent ce sujet-là, alors qu'on parle d'aménagement du territoire. Donc je pense que c'est quand même aux politiques de prendre ça en compte. Donc franchement, donc la démarche de Saint-Germain-en-Laye, je trouve que c'est très intéressant parce que ça essaye de mettre les gens autour du même sujet en disant de quoi veut-on faire notre ville de demain en termes numériques, hein, on parle de numérique là, bien précisément. Donc comment on l'envisage ensemble et savoir aussi quelle est sa représentativité à travers le temps. Et comment peut-on rassembler, donc en dehors de cet exemple de Saint-Germain, comment les élus peuvent rassembler autour de ces deux tendances Alors, c'est effectivement un des sujets clés à l'intérieur de ça, c'est comment est-ce que les gens se mettent effectivement autour de la table. Alors que pour l'instant, en fait, on nous raconte beaucoup un numérique qui a un impact sur nous et sur lequel on n'aurait pas de choix particulier à faire. Pour moi, c'est un des sujets principaux du moment, hein, c'est le fait de se demander comment est-ce qu'on n'abandonne pas toute maîtrise des dispositifs qui, eux, nous maîtrisent. Donc ça fait partie du sujet. Alors l'enjeu environnemental est particulier par rapport à ça, puisque au fond l'enjeu environnemental fonde aussi une sorte de désengagement du numérique de tout un ensemble d'acteurs qui auraient des choses à dire dessus. Donc ça veut dire que potentiellement, plus le numérique remplit les poubelles du monde et provoque des désastres environnementaux, moins des acteurs de la transition écologique qui au fond travaillent aussi sur l'avenir s'impliquent dans les questions numériques, ou alors ils s'impliquent en contre. Et à un moment donné, on a quand même besoin que tout le monde soit dans le même monde. Alors, est-ce que l'initiative vient des politiques? Est-ce que l'initiative vient de la société civile? La plupart du temps, en France, ce qui se passe, c'est qu'on a un héritage de société particulièrement verticale. Si je la compare à d'autres pays dans lesquels il y a des dynamiques un peu plus émancipées, en France, c'est pas tellement la culture. Donc on est vraiment dans un monde où on va tout attendre d'en haut. Et puis quand ça vient pas d'en haut, et ben on est déçu, on est effondré ou on est en colère. Comment est-ce qu'on arrive, c'était un peu l'idée du kit Agir local, c'est le fait de dire comment est-ce qu'on arrive à fabriquer des dynamiques collectives à l'échelle d'un territoire dans lesquelles ça paraît logique que la collectivité soit présente, ça paraît logique que des élus y soient, que des techniciens y soient, etc. Le constat un peu pragmatique que je fais pour l'instant, c'est que quand il y a des élus ou quand il y a des techniciens qui y sont, ils y sont d'abord à titre personnel. Ils viennent d'abord parce qu'ils s'assignent à eux-mêmes une intention long-termiste et collective, dans la mesure où rien dans les constructions institutionnelles ne les amène à ça. Donc c'est un peu le constat que je fais, c'est le fait de dire, bon, pragmatiquement, essayons déjà de faire vivre des conspirations dans lesquelles on arrive à avoir un effet boule de neige. J'espère pas tellement le modèle parfait dans lequel je suis certain que monsieur le maire est parfaitement au point et à jour et va avoir l'énergie de faire, mais ça peut se produire aussi. Et l'exemple Saint-Germain ou l'exemple du conseil départemental du numérique de Seine-Saint-Denis ou quelques autres sont intéressants à regarder sur ce plan.
Avez-vous trouvé des configurations qui soient administratives ou politiques qui favorisent en fait l'émergence d'actions qui lient les deux? Est-ce que vous avez vu par exemple des élus qui avaient en charge des sujets numériques et environnementaux? Est-ce que c'était à l'échelle administrative que ça pouvait se traduire ou pas encore? Très très peu, très très peu. Alors, les endroits où j'ai vu des élus qui s'occupaient des deux, c'était des élus qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Je vais le dire simplement. Alors, si je prends un des exemples les plus connus en France, c'est Brest. Ça a été depuis pas mal d'années toute l'histoire portée par Michel Briand à la ville de Brest, etc. Et Michel, qui est quelqu'un que je trouve extrêmement éclairant et inspirant, au fond, ce qu'il a fait est inspirant pour l'ensemble de la France, mais vu de l'intérieur de la ville de Brest et de Brest Métropole, une partie de ses collègues ne sont même pas au courant. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il a pu faire ces choses-là. Mais absolument, mais on n'est plus dans le même temps, c'est-à-dire qu'il a fait ça pendant 3 mandats successifs à une période pionnière. On n'est plus dans une période pionnière, on est dans une période où le numérique est, pour le meilleur et pour le pire, est assez massifié. Et on est une période où les enjeux, par exemple, environnementaux sont beaucoup plus forts. C'est-à-dire voilà, l'échec de la COP24, c'est une horreur. Et donc, on ne peut plus jouer dans le même jeu, il suffit plus que ça soit les pionniers. Et à un moment donné, on s'en est parlé avec Michel Briand, avec son ancienne équipe, le fait qu'il ne soit plus élu, au fond, peut faire que d'autres gens vont s'emparer de ces sujets-là. Il y a toujours la question de savoir qui porte le mandat, et à partir du moment où quelqu'un on va dire d'un peu trop englobant assume, ça peut aussi empêcher d'autres de monter à bord, de raconter leur histoire, de se tromper, de changer d'avis, de faire leur cycle d'appropriation, etc. Néanmoins, ce que lui a réussi à faire et qui est exceptionnel, c'est le fait de construire une sorte de doctrine de la gouvernance contributive et des modes collaboratifs, qui est certainement une des choses les plus puissantes qui a été construite en la matière et qui a largement dépassé le périmètre de Brest, avec un mouvement des communs qui s'est étendu à pas mal d'endroits, etc. Donc je pense que là, pour le coup, ça a vraiment montré un chemin culturel, mais en revanche, en tant que chemin institutionnel, c'est pas facile. Ce que je constate en revanche, c'est que des acteurs comme l'ADEME sont systématiquement au rendez-vous de ces sujets-là, ils sont extrêmement impliqués. Nous, on ne se quitte pas avec l'ADEME depuis 3 ans, et c'est vraiment passionnant de voir comment des gens qui, pour beaucoup, arrivent avec une culture assez ingénieur, tout en étant dans un corps social assez militant, tressent des liens de plus en plus forts avec des choses qui sont en dehors de leur zone d'expertise. Donc c'est comment ils font évoluer les critères des projets, les façons de faire, etc. C'est un acteur assez particulier. Donc il va y avoir de plus en plus d'alliés possibles pour les acteurs publics dans tout un ensemble de sphères. Alors, je vous parlais d'INRIA, mais on peut parler de beaucoup d'autres endroits. Il y a aussi pas mal de transversales. Le fait de se dire, tiens, les collectivités qui en interne savent diffuser les 5 ou les 10 bonnes pratiques informatiques moins consommatrices de requêtes ou cloud ou d'énergie, elles ne les partagent pas du tout assez entre elles. Donc ne serait-ce qu'avec un effet réseau horizontal depuis des métiers, y compris les métiers d'informaticiens, je pense qu'on peut avoir des effets leviers tout à fait visibles et absolument inespérés. Un des problèmes que je peux constater moi en tant que citoyen lambda, c'est que le problème est un problème culturel à vrai dire. Les tendances politiques empêchent les gens de travailler ensemble. Rien entre collectivités. Je suis une collectivité de droite, donc si je dis que je vais travailler avec une collectivité de gauche, c'est la mort. Donc là, il ne faut pas en parler. Donc tu risques même ta place en parlant de ça. Mais c'est problématique. Je pense que le fait que Saint-Germain-en-Laye éventuellement nous ont fait un conseil sur le numérique, mais un conseil sur le numérique, il risque de cacher beaucoup de choses par rapport donc, à tout ce qui est environnemental, ce genre de choses. Je pense que tant qu'il n'y a pas la culture dont vous avez parlé d'un consortium, mais pas conseil, un consortium qui implique l'ensemble des acteurs, y compris les élèves dans une école, on n'arrivera pas donc éventuellement à avoir un partage global pour un intérêt général. Alors, je suis assez d'accord sur le constat, et après, je pense qu'il y a des brèches. Alors, si je vous prends un exemple, je vous citais tout à l'heure le réseau français des villes santé de l'OMS, et je constate qu'au fond, c'est un réseau, puisque c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est un réseau qui ne s'occupe pas tellement de savoir si la ville est de gauche ou de droite, et en revanche,
Dès qu'on va parler de santé, on va parler de tout à fait autre chose que de la santé. Dès qu'on va parler de santé, on va parler de mobilité, on va parler de pas mal de choses, etc. Et alors je connais, ça sortira pas de l'internet, mais je connais la présidente du réseau, puisque c'est ma nièce, qui est élue à la santé à la ville de Rennes, et sa conviction est de dire, mais en fait, si on veut travailler les questions environnementales, la santé est la meilleure entrée. Tout simplement parce que c'est une entrée qui décloisonne vraiment les élus locaux complètement. En plus, c'est pas la compétence de la collectivité, la santé, la collectivité n'est pas l'acteur hospitalier, n'est pas l'acteur sécurité sociale, etc. Donc quand elle agit, c'est vraiment à des fins utiles pour les habitants et la santé publique. Et en l'occurrence, il n'y a pas de différence d'angle entre des villes de gauche et des villes de droite sur les questions de la santé. Quand vous tirez le fil de la santé, vous tirez le fil de dire, tiens, si il y a de la pollution dans cet endroit-là, en étant une personne âgée, en étant parent d'enfant, en étant asthmatique ou tout simplement en étant sportif et en faisant mon jogging, je suis mobilisé autour de cette question de santé. Et par cette question de santé, je vais peut-être me mobiliser sur les sujets d'environnement parce que j'en ai un intérêt et qui est un intérêt long-termiste parce que je l'ai aussi pour mes enfants, je l'ai aussi pour le monde autour de moi, etc. Alors que si je vous dis c'est pas bien ce que vous faites en matière d'environnement, ça marche jamais. Oui, j'ai justement l'interrogation que vous avez partagée de l'attractivité de l'environnement. Là, dans le discours, on parle effectivement de responsabilisation, de restriction. Hein, le numérique frugal, c'est ça. Certaines tendances écologiques, justement, essayent de mettre en avant le gain, puisqu'on est vraiment à la frontière entre deux générations. Une génération qui cherche à utiliser, comme vous disiez, le numérique pour obtenir un gain, et une autre qui est plus ouverte vers d'autres sujets. Donc, malgré tout, il y a une permanence de la continuité culturelle, c'est ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il n'y a pas justement un moteur à trouver dans le gain qu'on peut tirer économiquement, hein, basiquement, de l'environnement pour essayer de rendre encore plus attractif et moteur cette démarche environnementale? Je vous explique l'un des gains intéressants. Vous avez peut-être vu ces temps-ci la pétition des étudiants qui disent aux employeurs, alors c'est beaucoup d'étudiants issus de grandes écoles au départ qui avaient sorti le truc, mais aujourd'hui il y a plus de 30 000 signataires je crois, qui disent aux employeurs, donc ça fait du monde, qui disent aux employeurs, en fait si vous faites n'importe quoi en matière d'environnement, on ne viendra pas chez vous. Il y a un peu plus de la moitié de la promotion actuelle de Polytechnique qui a signé, ce qui évidemment peut avoir une petite influence sur certains employeurs. Donc il y a tout un ensemble de leviers de ce type-là. Le levier employeur, il est capital, surtout avec les jeunes générations en ce moment. Mon option de base consiste à dire... merci de la transition. On ne s'est pas concerté. Consiste à dire, mais en fait, c'est quoi un numérique responsable? Et donc, en ce moment, je suis en train de lancer un programme qui est notre programme annuel question numérique à la FIG, qui consiste à dire, est-ce qu'il ne faut pas faire un gros reset et est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de comment le numérique a un peu dérapé pour être un environnement pas tellement de confiance, assez destructeur de l'environnement, assez destructeur de l'information, assez destructeur d'un ensemble de choses. Est-ce qu'on ne devrait pas le refonder autour d'intentions? Est-ce qu'on ne devrait pas se dire, au lieu de toujours parler de l'impact du numérique sur nous, se poser la question de notre impact sur le numérique? Et comme on l'a fait, qu'on a pu le conduire depuis un petit moment autour des données personnelles, au lieu de se dire, tiens, est-ce que le RGPD n'est pas une pilule un peu amère mais nécessaire pour être gentil? Est-ce qu'on ne peut pas se demander comment le respect des données personnelles peut être un avantage compétitif? De la même façon, est-ce qu'on n'arrive pas à faire comprendre à tout un ensemble d'acteurs industriels ou des services que le respect de l'environnement, c'est un avantage compétitif? Pour certains d'entre eux, ils ont commencé à le comprendre. Alors, il y a un peu de com du côté des grands, des GAFAM, mais des acteurs comme OVH, par exemple, qui est le plus gros acteur de cloud et de data center en Europe aujourd'hui, il met de plus en plus en avant des arguments environnementaux. Il fait des efforts en la matière. Et donc, progressivement, parce que c'est des employeurs, parce que c'est des acteurs qui vendent au public et qu'il y a une construction de l'opinion publique, parce que parfois c'est aussi des citoyens
qui se posent des questions, vous allez trouver un ensemble d'acteurs qui vont être d'accord pour se mobiliser en ce sens et qui simplement se sont pas encore demandé par quel chemin. Et donc une partie de l'histoire, c'est où est-ce qu'on veut arriver. Si on n'affirme pas d'abord des intentions, on n'a aucune chance d'y arriver. Si on en affirme, ça rejoint vos ateliers de deuxième partie de matinée, si on se dit où est-ce qu'on est dans 10 ou 15 ans, et qu'on réfléchit à où on voudrait être, on a des chances de trouver des chemins. Pour l'instant, on n'a pas assez engagé la recherche de chemins sérieux en la matière. Vous nous avez parlé de données. Comme il y a un coût de collecte des données, que ce soit humain ou que ce soit, comme vous l'avez dit, avec potentiellement des capteurs. Aujourd'hui, il y a plein de planifications qu'on fait à l'échelle des EPT ou à l'échelle de la métropole sur l'environnement. Si on devait se mobiliser dans nos collectivités, autour de quelles données il serait stratégique de le faire, parce qu'on a besoin d'en trouver, en tout cas de trouver une thématique qui soit fédératrice et qui a un impact fort, et qui aboutisse directement sur de la production de connaissances et d'action. Il n'y a que des réponses situées à cette question-là, donc il faut regarder d'un petit peu plus près chaque terrain, parce que en fait, en zone vous avez plutôt des zones denses dans la métropole. En zone dense, les réponses sont très différentes des zones moins denses. Dans des zones dans lesquelles il y a des services publics, c'est très différent de zones dans lesquelles il n'y en a pas. Dans des zones où il y a des transports collectifs, c'est différent de là où il n'y en a pas. Mais en tout cas, moi j'ai quand même l'impression que la compréhension des flux du territoire, c'est un des points clés. C'est-à-dire le fait de se dire qu'est-ce qui se joue entre domicile et travail, qu'est-ce qui se joue... on sait assez rapidement, hein, ça fait pas mal d'années qu'on peut observer la mutation assez lente qui fait qu'il y a un petit peu moins de mobilité pendulaire domicile-travail à heure fixe. C'est pas encore dominant. On ne sait pas encore où vont les mutations des endroits où les gens travaillent. Est-ce qu'ils travaillent un petit peu plus chez eux ou dans des espaces partagés ou en mobilité, etc. On commence à en avoir quelques indices. Ça va assez lentement, mais ça pourrait aller un petit peu plus loin. Nous, on a fait à la FIN des travaux il y a 2 ou 3 ans sur la mutation des lieux physiques. C'est un travail qui s'appelle Soft Place, hein, vous le trouverez en ligne. Tout ce qu'on fait est en ligne, en licence libre, reproduction encouragée, avec citation de la source. Et en l'occurrence, Soft Place disait quoi? Disait le numérique permet de décorréler les lieux des services qui y sont rendus. Donc soit ça sert à supprimer les lieux physiques, soit au contraire, ça sert à les augmenter. Ça sert à faire que dans un lieu donné, on va pouvoir rendre davantage de services, qu'on va pouvoir le programmer autrement, qu'on va pouvoir imaginer ses plugins, ses API, etc. et avoir des approches plus partenariales. Derrière ça, il y a la conviction que dans les années qui viennent, les lieux de commerce, les lieux de culture, les lieux d'éducation, les lieux de services publics avec les guichets ou encore les lieux de travail vont changer complètement. Plus ou moins vite, de façon plus ou moins concertée et orchestrée. Et je vais dire, moins on l'orchestre, plus on le subit. Et donc, là encore, est-ce qu'on déménage le territoire ou est-ce qu'on profite du numérique pour augmenter l'offre de services du territoire? L'approche gribouille consiste à dire on va parier sur les démobilités, sur le fait que les gens ne bougent plus de chez eux. Il se trouve que depuis le début, le numérique ne fait pas du à distance, ou alors il le fait dans des conditions contraintes, c'est-à-dire c'est les démobilités subies. Les personnes à mobilité réduite vont bénéficier du numérique pour faire des choses de loin, mais les personnes qui ne peuvent pas se payer la mobilité vont pouvoir avoir la ruse numérique pour arriver quand même à faire des choses à distance. Mais ça ne va pas être un scénario très heureux. Donc travailler sur les flux, pour moi, ça fait partie des choses assez importantes. Travailler sur les partages, donc les pratiques collaboratives, ça fait partie des choses importantes. On a fait avec l'ADEME et IMT Atlantique un travail de recherche sur consommation collaborative et développement durable. Donc essayer de comprendre cette histoire-là, ça paraît assez intéressant. Travailler sur des sources... avec La Rochelle, on est en train de regarder des sources assez originales pour comprendre les mobilités, y compris avec le consentement d'usagers, en ayant des capteurs dans des véhicules partagés, dans
Donc soit en autopartage, soit en covoiturage, soit dans tout un ensemble de scénarios pour arriver à capter un petit peu mieux si on progresse en fait, s'il y a des choses qui s'améliorent contre l'autosolisme, hein, le fait d'être tout seul au volant, tout un ensemble de choses comme ça. Derrière, la question qui se pose, c'est le fait de se dire comment on arriverait à avoir des indicateurs sur le développement numérique qui ne soient pas simplement des indicateurs du toujours plus. Pour l'instant, on a surtout su raconter un taux de pénétration. Donc on a pu déplorer le fait qu'il y avait des gens en retard en matière de numérique, et puis on a pu être super content du fait qu'il y ait plus de numérique un petit peu partout, de meilleure couverture, une meilleure démographie, etc. Et le toujours plus raconte rien en matière de qualité de développement territorial. Alors, on a besoin, donc c'est un travail qu'on a un petit peu engagé en échangeant avec la région Hauts-de-France, la région Bretagne et progressivement la Franche-Comté. On a besoin de se demander comment on définirait des indicateurs de développement humain numérique. Comment est-ce qu'on arriverait à se dire, voilà, là le numérique amène du mieux et pas seulement du plus. Et parfois le mieux c'est du moins. Je voulais poser la question de la formation, parce que du coup là les deux notions qui se recroisent touchent l'ensemble des champs des politiques publiques. Et comme on le disait, l'émergence de mouvements, et voilà, ça vient des individus, et nous on est tous des fonctionnaires territoriaux. Et je me demandais, moi je trouve ça absolument passionnant, est-ce que vous êtes en lien, moi j'imaginerais bien des formations sur toutes les filières, que ce soit au CNFPT, à l'INET, etc. Et je pense que c'est par nous que les politiques pourront être sensibilisées. Et est-ce que du coup vous envisagez ce genre de choses, dans ce sens-là ou pas? Alors, je pense que vous avez un effet levier important. Hein. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas assez souligné, c'est qu'à l'échelle de n'importe quel territoire, le poids de l'acteur public est très important, donc son exemplarité a un effet levier considérable, et son poids culturel aussi, puisque dans les familles des gens, il y a des gens qui sont dans la fonction publique, et ça compte juste énormément. Donc je pense que du côté... moi j'ai des échanges assez suivis avec les équipes du CNFPT qui, par exemple, ont mis en place les universités d'été de l'innovation territoriale. On se parle assez souvent, j'y interviens chaque année, etc. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était un peu la guerre en dentelle, on va dire. Hein. C'est-à-dire que c'était les micro-groupes qui essayaient de faire bouger des choses sur des approches un peu originales, un peu invisibles d'en haut, et à l'échelle CNFPT, c'est-à-dire formant 900 000 personnes par an, ça ne pesait pas grand-chose cette aventure-là. Et puis je vois que c'est en train de monter doucement en puissance. Et puis à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi les logiques de MOOC qui leur sont tombées dessus de façon un petit peu contrainte en disant allez hop, pour faire des économies, on va tout dématérialiser. Ils sont en train d'avoir une boucle de réappropriation qui est pas idiote en la matière. Mais il faut quand même, je pense que plus il y a de monde pour dire on a besoin d'être un peu mieux équipé en matière de levier de transformation, et mieux ça vaut. Donc ça peut passer par des contractualisations directes entre des collectivités, des CNFPT sur un programme. Concevoir ce type de programme, ça me paraît extrêmement judicieux aujourd'hui. Et c'est un point clé. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. En parlant donc des citoyens, il y a les citoyens handicapés, ceux qui ne sont pas handicapés. Le problème des handicaps pour l'instant, on a parlé un petit peu sur la rupture numérique. La rupture numérique par rapport aux handicapés qui ne peuvent pas accéder donc, à l'information, puisque la plupart maintenant des démarches sont en ligne, et ces gens-là, on ne pense pas trop à eux. En particulier, par exemple, rien que ceux qui ne peuvent pas éventuellement... Enfin, c'est un handicap mental, ce genre de choses, comment ils peuvent déchiffrer, comment ils peuvent accéder, etc. Parlons pas de ceux qui, oui, il faut peut-être les former pour la lecture et l'écriture. Alors, sur ces sujets-là, moi, je peux passer les 2 heures prochaines, si vous supprimez les ateliers, à parler de questions d'inclusion, de difficultés sociales, etc., et de handicap, puisque je sors d'un projet de recherche de 4 ans que j'ai coordonné sur des questions inclusion, capacitation et numérique, c'est appelé Capacity, et je suis en train de construire la suite
qui est une sorte de capacity lab, qui consiste à dire comment arriver à changer d'approche par rapport à la fracture numérique, entre guillemets, qui est un vocabulaire que je n'utilise pas, ou l'inclusion, qui est un vocabulaire que j'utilise moins qu'avant, en considérant que si on se contente de partir de l'idée, il y a 13 millions de personnes en retard avec le numérique, qui est un constat mobilisateur, et ben, il n'y a pas de solution à ce constat mobilisateur, c'est-à-dire qu'on va pendant les 10 ou 20 années qui viennent vider l'océan à la petite cuillère. On est tous en retard avec le numérique, et en fait, une partie des personnes en situation de handicap, en situation d'illettrisme, en situation de difficulté sociale ont des usages riches du numérique, et une bonne partie d'entre nous ont des gros problèmes avec le numérique. Vous avez peut-être déjà perdu un document, peut-être que vous ne savez pas très bien où vous mettez vos pièces administratives, peut-être que parfois vous êtes en difficulté pour connecter 2 équipements que vous avez achetés, ou ce genre de choses. C'est-à-dire que le fait de dire il ne faut pas essentialiser, comme disent les spécialistes, les situations des publics. On est très frappé par exemple de voir que les publics en situation d'illettrisme ont souvent des pratiques numériques assez riches, qui sont des pratiques de contournement. On voit comment certaines personnes en situation de handicap vont trouver avec le numérique les meilleures façons d'apprendre, de travailler, etc. Et simplement, donc la clé de lecture que j'ai proposée, qui au fond est celle que je vais défendre, c'est le fait de comprendre quand les dispositifs numériques sont capacitants ou incapacitants. Et en fait, sur tout un ensemble de points clés, les dispositifs ne se valent pas. Un site web peut être accessible ou pas accessible. Une ville connectée peut favoriser tout simplement le fait des mobilités dans la ville ou autre. Moi, j'ai vu des cas de figure dans lesquels alors non seulement des personnes en situation de handicap mental, mais aussi des autistes ou d'autres, gagner des meilleures mobilités dans la ville ou gagner des meilleures interactions familiales ou autres grâce au numérique. Et puis je connais exactement l'inverse. Donc à chaque fois, il y a des ingénieries à inventer, il y a des systèmes à concevoir ou à reconcevoir. Et pour l'instant, la plupart des systèmes numériques ne prennent pas suffisamment en compte la capacitation. Donc voilà, c'est un peu la version courte de ce que je peux vous raconter en plusieurs jours. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que juste pour clôturer, vous pouvez me donner quelques pistes d'acteurs dont vous estimez beaucoup le travail sur le numérique et l'environnement, où on pourrait aller fouiller, chercher? Ceux avec qui on a travaillé, que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire du côté de l'ADEME ou du côté de la Fabrique des mobilités, il y a des gens tout à fait formidables. Du côté de plusieurs territoires assez expérimentaux, nous on s'est beaucoup nourri de ce que peut faire Grenoble, de ce que peut faire, ce qui peut se faire en Hauts-de-France, notamment le CERDD de Hauts-de-France est très intéressant sur ces questions-là. On trouve il y a quelques groupes de recherche, il y a quelques chercheurs qui ont travaillé d'un petit peu plus près sur la sobriété numérique, côté Institut Mines Télécom par exemple. Non, beaucoup en fait. Beaucoup. Mais en termes de collectivité, pas tellement. Grenoble. Le Nord-Pas-de-Calais, c'était vraiment un endroit extrêmement actif en la matière. La petite équipe est un peu fragilisée par l'alternance, mais en train de se remuscler doucement. Donc, c'est pas forcément les collectivités les plus pionnières en matière de développement durable qui se sont emparées du sujet. Ça, c'est étonnant. Oui, en fait, souvent ils le font avec l'aide d'acteurs un peu support. Si je prends l'exemple de Grenoble, la ville, la métropole, qui en plus ne sont pas alignées l'une sur l'autre, s'appuie entre autres choses sur la SCOP La Péniche, qui est un petit acteur coopératif qui travaille avec eux. Et donc à chaque fois, vous allez en général avoir un satellite qui les aide à avancer. Et c'est assez intéressant de le faire comme ça, parce que ça évite de noyer trop vite le projet. Et puis, pour le coup, détaché de l'aspect étiquette politique. Oui, absolument. Le fait d'avoir des objets communs, à certains moments, c'est quand même assez utile. Je vois progressivement des agences d'urbanisme qui ont avancé là-dessus. Notamment, j'ai eu pas mal d'échanges et de travaux avec l'agence d'Urba de Toulouse, qui m'avait posé il y a 2-3 ans la question de dire, mais
Explique-nous si la ville durable est si la ville numérique est une vision qui remplace celle de la ville durable. Donc on avait bossé d'assez près là-dessus, ils ont publié autour de ça des petits travaux et je trouvais ça vraiment très intéressant. Vous avez dit non, tenez bon sur la ville durable et regardons comment le numérique peut y concourir. La ville numérique, c'est pas un horizon. Merci beaucoup. Merci à C'est vous. vraiment passionnant.